Bonjour à tous. Alors, je vois que vous commencez à arriver au fur et à mesure. On va attendre encore 4 petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Et vous allez pouvoir assister à un webinaire extrêmement intéressant avec des démonstrations en direct live, notamment par maître Isabelle Rubin, qui vous expliquera tableau Velleda derrière elle à l'appui, tous les tenants et les aboutissants de la réforme. Alors, je coupe mon micro. Et on reprend d'ici 3 petites minutes, on démarre plutôt. Si vous avez la gentillesse de manifester votre présence sur le chat. À tout de suite. J'ai rien à toucher là. Alors, il est 14h05. On va démarrer immédiatement. Donc, pour les nouveaux arrivants, je vous souhaite, je vous souhaite un bon webinaire. Pour la plupart, vous nous connaissez. Pour celles et ceux qui nous découvrent, l'objectif de ces webinaires, c'est de vous offrir un point de droit pratico-pratique avec les éléments du vécu de nos avocats et juristes pour vous permettre d'accompagner au mieux les salariés et les agents, notamment dans les procédures familiales, puisque c'est un sujet qui vous occupe quasiment quotidiennement, que ce soit sur le plan, on va dire, technique, quand il y a un divorce, une séparation, trouver un nouveau logement, ou alors tout simplement des gens qui viennent vous voir, qui sont dans un certain désarroi, qui ne savent pas quelle procédure engager. Est-ce que je dois privilégier une procédure amiable ou une procédure contentieuse? Et cette question fondamentale, surtout voilà, quand il reste des points d'achoppement au sein d'un couple au moment d'un divorce, eh bien, elle est d'autant plus mise en lumière aujourd'hui que la réforme du divorce contentieux va être appliquée à partir du mois de septembre 2020. Et cette réforme, elle est extrêmement importante parce qu'elle va dans le sens d'une déjudiciarisation des dossiers de divorce. Comme vous le savez, comme nous vous l'avons communiqué, informé sur la procédure de divorce amiable, la procédure de divorce
par consentement mutuel qu'on appelle aujourd'hui la procédure de divorce de consentement mutuel par acte d'avocat, qui se fait depuis le 1er janvier 2017. La signature a lieu entre avocats dans les locaux d'un cabinet d'avocats. Ça ne se place plus devant un juge aux affaires familiales, sauf des toutes petites exceptions. Et le divorce contentieux, eh bien, va en quelque sorte dans ce sens-là aussi. C'est ce que souhaite le législateur et le président de la République lui-même, à savoir désengorger les tribunaux. Maintenant, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, la procédure de divorce contentieux, et là, Maître Rubin, je laisserai la parole à Maître Rubin très longuement, qui vous expliquera les points de la réforme, le avant et le après, de manière extrêmement didactique, avec le tableau qui est derrière elle. Vous verrez, ce sera vraiment très intéressant et ça vous permettra de repartir avec des éléments très clairs. En tout cas, aujourd'hui, ce que vous savez du divorce contentieux, c'est que ça dure longtemps, que c'est difficile, qu'il y a un coût évidemment financier plus important que le divorce amiable qui lui réduit toutes les conséquences du divorce en une seule fois. Le divorce contentieux, c'est par étapes. Aujourd'hui, les étapes, il y a 2 grandes étapes qui sont la première, celle de l'audience de conciliation, c'est-à-dire on dépose une requête, on saisit, on va dire, l'autre partie doit se constituer avec ou sans avocat. Il y a une première audience qui est l'audience de conciliation. À l'issue de cette audience, des mesures provisoires sont rendues. Et entre cette audience de conciliation et l'audience de jugement de divorce, il peut s'écouler maximum 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi, ce qui est un temps absolument considérable. Et dans ce laps de temps, donc entre l'audience de conciliation et l'audience de jugement de divorce, vous pouvez avoir un appel des mesures provisoires décidées pendant l'audience de conciliation, ou alors vous pouvez avoir, par exemple, une demande d'enquête sociale que vous connaissez ô combien, ou d'expertise médico-psychologique, qui là va aussi rajouter une audience. Donc tout ça pour vous dire, c'était vous poser un schéma un petit peu global de ce qu'est aujourd'hui le divorce contentieux, qui, je rappelle, est il y a 3 types de divorce contentieux aujourd'hui. C'est le divorce demandé et accepté, qui est le divorce utilisé le plus fréquemment, je dirais, par toutes les parties, qui minimise, on va dire, des griefs, qui basé sur des griefs, mais on va dire peut-être parfois un peu modérés. Vous avez le divorce dont on entend beaucoup parler, mais qui n'est utilisé que dans des cas d'extrême gravité, de violence, notamment conjugale, qui est le divorce pour faute. Il faut savoir, je vous fais une petite parenthèse, qu'aujourd'hui, le divorce pour faute, en cas d'adultère, c'est quasiment terminé. Donc voilà, c'est un degré de gravité tout particulier, le divorce pour faute. Il ne faut pas utiliser cette procédure sous n'importe quel prétexte, et là aussi, Maître Rubin y reviendra. Et vous avez le divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui est un divorce aussi, une procédure intéressante, en ce sens que lorsqu'on est séparé de corps, donc physiquement depuis plus de 2 ans, on peut automatiquement divorcer, même si l'autre partie ne souhaite pas divorcer. Donc, vous voyez ça, vous avez les 3 types de procédures contentieuses. Et je le rappelle, vous n'avez qu'un type de procédure de divorce amiable, c'est le divorce par consentement mutuel, par acte d'avocat. Ceci étant posé, l'objectif de cette réforme, et je vais tout de suite passer la parole à notre stagiaire élève avocate Léa, l'objectif de cette réforme, il est, comme je l'ai dit, de déjudiciariser, de désengorger les tribunaux, ça c'est 1. Donc, c'est un effet plutôt très positif. 2, c'est de raccourcir les délais, à l'image du divorce par consentement mutuel qui, lui, quand il n'y a pas de contentieux, pas de bien à vendre, peut être assez rapide. En 1 mois et demi, 2 mois aujourd'hui, on peut être divorcé. Mais il y a des inconvénients à cette réforme. Et là aussi, Maître Rubin l'exposera. À savoir que les avocats, par exemple, plaident de moins en moins, que tout se fait informatiquement, que tout peut être, on va dire, en quelque sorte, un peu désincarné. Et ce qui va à l'encontre du désir de beaucoup de gens qui se lancent dans une procédure de divorce contentieux, à savoir qu'ils veulent que la justice fasse droit à leurs demandes, ils veulent souvent une sorte de combat, ils veulent qu'ils veulent être entendus, ils veulent passer dans le bureau d'un juge aux affaires familiales, qu'on les entende, qu'on fasse droit à leurs demandes. Et tout ça, voilà cet espace de parole. Est-ce que ce sera encore le cas après cette réforme? Nous ne le savons pas. Maître Isabelle Rubin pourra nous en parler immédiatement. Donc voilà, j'ai voulu vous poser un contexte connu,
et vous le redire pour celles et ceux qui ne l'avaient pas assez en tête, le schéma d'un divorce contentieux avec ses inconvénients et les avantages que propose cette nouvelle réforme. Je vais tout de suite passer la parole à Léa, qui va nous exposer en 5-6 points les grands aspects de cette réforme. Et après, je passerai tout de suite la parole à Maître Rubin. Encore une fois, je vous invite tout au long de l'exposé à poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons en live si c'est possible. Si c'est plus technique, on vous répondra dans le chat ou après le webinaire. Mais en tout cas, voilà l'idée de ce webinaire, à l'image des petits déjeuners juridiques, c'est que ce soit très interactif et que vous puissiez poser toutes vos questions. Alors, je laisse tout de suite la parole à Léa pour nous faire un point sur la réforme aussi clair que possible. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, la réforme, excusez-moi. Donc je vais vous énumérer les points clés de la réforme, donc de la procédure de divorce. Tout d'abord, il faut savoir que la réforme de la procédure de divorce, elle résulte donc de la loi de programmation 2018-2022, de la réforme de la justice du 23 mars 2019 et bien sûr de son décret d'application du 17 décembre 2019. Comme l'a dit Judith, cette réforme elle vient modifier quand même profondément les règles procédurales propres au divorce contentieux, qu'il faut savoir n'avait pas changé depuis le 26 mai 2004. Finalement, seul le divorce amiable avait été réformé en 2016 pour permettre donc un divorce par acte d'avocat et sans nécessité de passer devant le juge. Encore une fois, comme l'a dit Judith, le but de cette réforme, c'est vraiment de simplifier les procédures, de gagner du temps et de déjudiciariser le divorce. Alors, quels sont les grands changements apportés par cette nouvelle réforme? Donc, il y en a plusieurs, mais le plus important et sûrement le plus innovant, c'est la suppression de la phase de conciliation dans les divorces judiciaires. Donc, actuellement, le divorce débute nécessairement par une requête initiale qui va déboucher sur une audience de conciliation. À la suite de cette audience-là, si l'époux veut toujours divorcer, eh bien le juge rendra une ordonnance de non-conciliation. Désormais, cette phase-là va être totalement donc abandonnée et au lieu d'avoir la phase, on va dire, de conciliation puis ensuite la phase de jugement, il n'y aura qu'une seule phase. Donc le divorce contentieux se déroulera de la manière suivante. La procédure va débuter par une demande introductive d'instance formulée par l'époux. Ensuite, il y aura une certaine audience et le jugement apparaîtra directement. Donc, pour pallier à l'absence, donc à la suppression de la phase de conciliation, il y aura donc une nouvelle audience qui va s'appeler l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires. Elle remplacera en quelque sorte la tentative de conciliation. Donc là, je vais passer assez rapidement sur ces points-là qui sont quand même très précis, par exemple sur les mesures provisoires qui pourront toujours être demandées et que Maître Rubin explicitera plus en profondeur juste après. Alors, le deuxième point qui change énormément avec cette réforme, c'est l'acceptation du principe du divorce par acte sous seing privé contresigné par avocat. Donc, ce qui veut dire que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avant, c'était obligé de passer devant un juge, puisque cette acceptation se passait soit pendant la phase de conciliation, soit en cours d'instance. Désormais, avec cette réforme, eh bien, les avocats pourront écrire une convention qui accepte ce divorce-là. Un troisième point très important, c'est que le divorce accepté, celui donc que je viens d'énumérer, est possible pour les majeurs protégés. Alors avant, les majeurs protégés ne pouvaient pas d'eux-mêmes divorcer pour acceptation. Désormais, c'est possible. Enfin, en ce qui concerne le divorce en cas pour altération définitive du lien conjugal, comme Judith l'a dit, avant, il fallait un délai de 2 ans de séparation de corps, donc de séparation physique, pour pouvoir demander ce divorce. Désormais, le délai est tombé à 1 an. Donc, les époux auront juste à rapporter la preuve de séparation de corps pendant 1 an pour pouvoir divorcer. La date des effets du divorce sur les biens des époux va également changer avec cette réforme-là, puisqu'avant, l'effet, c'était à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Désormais, comme l'ordonnance de non-conciliation donc, va disparaître, le divorce prendra effet entre les époux à la date de la demande du divorce. Alors ça, c'est un dernier point qui ne concerne pas forcément les divorces contentieux, mais qui est quand même assez important, donc il faut le mentionner donc, par rapport à cette réforme, c'est que désormais, la séparation de corps pourra se faire par consentement mutuel et sans intervention judiciaire.
Donc finalement, le régime du divorce amiable va être calqué sur le régime de la séparation de corps qui pourra donc se faire par acte d'avocat. Donc là, j'ai énuméré quand même les points les plus importants de cette réforme-là. Et je laisse la parole à Judith. Merci beaucoup Léa. Donc vous voyez, comme d'habitude, on essaye de procéder de manière didactique. Les points que vient de vous énumérer Léa, Maître Rubin va y revenir, de telle sorte que ça vous rentre bien dans l'esprit et que vous ressortiez avec les informations les plus précises possibles. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Maître Rubin et j'aimerais peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant qu'elle nous reprécise un petit peu l'avant-après dans la démarche d'une requête simple, c'est-à-dire ce qu'on appelle le divorce demandé et accepté. Et après, nous passerons aux deux autres types de divorce, celle pour altération définitive du lien conjugal dont vous a parlé Léa, dont le délai va être réduit de 2 ans à 1 an, et celle qui concerne le divorce pour faute. Mais on va surtout mettre en lumière la procédure la plus utilisée, à savoir celle de la requête en divorce, donc demander à accepter. Mais j'aimerais demander à Maître Rubin quel est un petit peu son ressenti après la grève des avocats qu'on a un peu oublié d'ailleurs avec la période du Covid, mais qui a été assez importante au moment de la réforme des retraites et aussi un peu avant dans le cadre de cette réforme plus large dans laquelle s'inscrit cette réforme du divorce contentieux, qui est la réforme de la procédure civile. Est-ce que vous avez l'impression, Maître Rubin, que ça met en danger, on va dire, la figure de l'avocat, l'action de l'avocat, notamment au niveau de la plaidoirie, que ça désincarne un petit peu l'action de l'avocat? Je vous laisse la parole. Là, on m'entend? Oui. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de l'ancien divorce, qui va toujours être en cours, puisque la loi n'est pas encore entrée en vigueur et on ne sait pas si elle va rentrer en vigueur en septembre ou peut-être en janvier, ce n'est pas encore sûr pour cette entrée en vigueur, eh bien, on a encore, en tant qu'avocat, la possibilité de plaider, de manifester, d'avoir un impact, je dirais, à l'aide de cette audience de conciliation, dans le cadre des mesures d'urgence qui vont être maintenues encore avec la nouvelle procédure, mais surtout au niveau de cette audience de conciliation, oui, on pouvait exprimer, et encore hier, j'étais à Pontoise, pour un couple, une femme qui veut partir en province, il faisait l'alterner, il n'y avait pas de décision, elle demande le divorce, et elle dit « je m'en vais, et donc je veux partir » dans le cadre de la tentative de conciliation. Il y a un problème fondamental dans ce dossier. À qui est-ce que les enfants vont rester en alterné? Est-ce que madame va pouvoir emmener les enfants? Il était très important que les avocats, qu'il y ait une procédure orale et que les avocats puissent s'exprimer. Or, dans le cadre de cette nouvelle procédure qui va intervenir, cette audience de conciliation va disparaître, sauf éventuellement à la demander. Donc, il est vrai que la tendance aujourd'hui va vers ce qu'on appelle les procédures écrites. On a accès à tous les tribunaux, ce qu'on appelle par le RPVA, c'est-à-dire par Internet. On dépose, il y a certains dossiers, par exemple, prenez Bobigny, quand on déposait une requête en divorce, il fallait passer par Internet. À Créteil, c'est par papier, à Paris, par papier. Chaque tribunal a un peu, je dirais, sa sauce, sa cuisine. Mais effectivement, de plus en plus, tous les messages qu'on fait en cours de procédure se font par Internet. On dit au juge, je dépose mes conclusions, je veux une date de plaidoirie, je veux faire un incident, tout se fait par écrit. Et de plus en plus, oui, effectivement, les dossiers de divorce ne se plaident pas et se déposent, d'où l'importance de constituer un dossier complet avec des pièces, d'expliquer ces pièces dans des conclusions et dans le dossier qu'on remet au juge. Donc, effectivement, toutes ces nouvelles lois ont un peu, je dirais, la fâcheuse tendance de vouloir éviter ces procédures orales, ces audiences, et le fait qu'effectivement l'avocat puisse exprimer et plaider, le dossier de son client. Donc, c'est assez gênant dans les dossiers notamment où il y a beaucoup de pièces, il y a des enjeux, des enfants, des départs,
prestations, des problèmes financiers. Oui, cet aspect qui tend à dire procédure écrite, déposez vos dossiers, oui. Alors le confinement, malheureusement, qui plus est, a incité pour tous les dossiers qui étaient en cours, qui devaient être fixés pendant ce confinement, ou les dossiers qu'on n'a pas pu déposer parce qu'ils devaient se plaider. Eh bien, effectivement, les juges nous ont fait des messages, venez déposer votre dossier, il n'y avait pas d'audience. J'ai encore, par exemple, dans une semaine, une audience de conciliation sur Évry, ancienne donc procédure. Le juge dit non, je ne fais pas d'audience de conciliation, alors qu'une audience peut tout à fait se tenir. Hier, j'étais à Pontoise, il y avait une distance entre le juge et les parties, le cabinet était assez grand, tout le monde avait des masques, c'est possible. Et là, par exemple, à Évry, on nous demande de faire la conciliation en Zoom avec notre client à côté, chacun son client à côté, et en voyant le juge en Zoom. Alors ça se faisait avant quand, par exemple, un des clients était incarcéré en prison. Oui, on faisait la conciliation comme cela, mais avec le juge qui était là pour la partie qui n'était pas incarcérée. Donc effectivement, malheureusement, on va vers des procédures de plus en plus écrites, avec moins de plaidoiries, et effectivement, dans certains dossiers, c'est très gênant, aussi l'intervention des avocats, des grèves des avocats, etc. Merci beaucoup, Maître Baudin. Alors, juste au niveau de l'image, ce n'est pas tout à fait clair. Si vous pouvez peut-être vous reculer un tout petit peu. Je ne sais pas qu'on vous voit un peu mieux. Peut-être. Oui. Voilà, peut-être, je ne sais pas. Rapprocher un tout petit peu le. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Peut-être légèrement, parce que l'image est un petit peu floue. Léa, vous voyez flou aussi? Oui, légèrement. Légèrement. Je vais peut-être si. Petite pause, juste pour que ce soit clair. Alors, tout petit intermède, le temps de rétablir l'image très correctement pour que ce soit pour vous agréable à regarder. D'autant plus qu'il y aura des commentaires juste derrière Maître Rubin qu'elle notera sur son tableau. Donc, c'est important que l'image soit nette. Ah, très bien, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Très bien. Il faut remettre le son. Voilà, il faut remettre le son. Voilà, c'est parfait. Et légèrement décaler l'ordinateur pour avoir le tableau derrière. C'est parfait. Voilà, très bien. Parfait. Très bien. Donc, vous pouvez reprendre. Merci pour avoir posé un petit peu les problématiques qui vont potentiellement se poser, à savoir énormément de procédures écrites, moins de plaidoiries, et ce sera particulièrement délicat, comme vous l'avez très bien explicité, dans les dossiers pour lesquels il y a des enjeux, notamment en matière patrimoniale, mais surtout, par exemple, en matière de changement de résidence des enfants, ou ce genre, voilà, ce genre de contentieux. Je vous laisse tout de suite la parole pour nous expliciter un petit peu le schéma de la requête comme il apparaît derrière vous. Voilà. Et juste pour terminer avec cette période de confinement, vu cette nouvelle loi qui arrive, beaucoup de juges et des conciliations qui n'ont pas pu se faire, qui étaient fixées durant cette période, qui devaient se refixer, eh bien, beaucoup de tribunaux ont du mal à se réorganiser parce qu'avant une seule audience, il y avait 20 dossiers. Les cabinets des juges parfois sont un peu petits, il n'y a pas de salle d'audience pour autant de dossiers. Eh bien, très souvent, on reçoit des messages. Est-ce que vous voulez vraiment cette audience de conciliation? Est-ce qu'on l'a fait par dépôt de dossier? Donc, sans même que les parties se présentent. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, certains magistrats veulent avancer un peu l'application de cette loi, même pour les dossiers sous l'emprise de l'ancienne loi. Et c'est un peu regrettable pour ces gens, notamment qui attendent cette fameuse audience. Alors, simplement, avant de parler des nouvelles dispositions, il est important de recadrer comment ça se passait avant pour comprendre un peu la différence entre avant et après. Alors, une procédure de divorce aujourd'hui démarrait, je l'ai indiqué, par une requête en divorce. En fait, une ancienne procédure, c'était 2 étapes. L'étape de la conciliation, démarrant par le dépôt d'une requête,
Donc, très souvent, vous aviez d'ailleurs des personnes qui avaient été voir un avocat, et je leur disais, tiens, est-ce que votre procédure est introduite? Ils me disent, oui, je crois, elle est introduite. Je leur disais, est-ce que vous avez signé une requête chez l'avocat que vous avez vu? Ah non, j'ai rien signé. Donc, tant qu'une requête n'était pas déposée, eh bien, cette procédure de divorce n'était pas enclenchée. Donc, une requête, c'est simplement, aujourd'hui, une requête sans fondement, on n'indique pas pourquoi on divorce, on indique simplement je veux divorcer ou je veux me séparer de corps et on indique ce qu'on demande. Je veux la jouissance du domicile, je veux une pension pour moi, devoir de secours, je veux la résidence des enfants, une pension pour les enfants, tel droit de visite pour l'autre père, je veux la désignation d'un notaire. On indique ce qu'on souhaite dans cette requête, mais on n'indique pas de fondement. Donc, requête, et ensuite, il y avait, donc on la dépose au tribunal, simplement avec des actes d'état civil. À ce stade-là, on n'indiquait pas, et ce sera toujours le cas, on ne donnait aucune pièce, ni sur les revenus, ni sur le pourquoi du divorce. Et après, donc, il y avait la date de tentative de conciliation. Le seul problème, c'est que entre la date, le dépôt de la requête et la conciliation, suivant les tribunaux, elle pouvait être très longue. Alors, vous avez certains tribunaux, la majorité des tribunaux fixaient, on dirait, à 4-5 mois entre le dépôt de la requête et la date de conciliation, mais d'autres, ça pouvait, par exemple, hier j'étais à Pontoise, ils mettent sur leur greffe, entre une requête et une conciliation, il faut attendre entre 6 et 8 mois. Donc, c'est dire qu'avant d'avoir des mesures provisoires, domicile, enfant, certains attendaient 4-5 mois, voire 8 mois. Donc, et lors de cette ordonnance de non-conciliation, oui, les parties pouvaient signer ce qu'on appelle un procès-verbal d'acceptation. C'est par exemple ce qu'on a fait hier. Le juge a dit, est-ce que vous acceptez le principe du divorce? C'est-à-dire que c'est un peu, on va dire, comme un divorce par consentement mutuel, en ce sens qu'on demande aux parties, est-ce que vous êtes prêts à renoncer à faire un divorce pour faute, à invoquer toutes sortes de griefs? Et à partir du moment où les époux signent ce PV d'acceptation le jour de la conciliation, eh bien, il n'y aura plus de griefs invoqués. Et l'intérêt de ce PV d'acceptation aujourd'hui, c'est que le divorce est acquis. Il n'est pas quasiment, il est acquis à ce stade-là. Je ne peux pas le transcrire à l'état civil, mais il est acquis. Personne ne peut faire appel du principe du divorce. Donc là, c'est aujourd'hui requête sans fondement, je n'indique aucun grief et je passe en conciliation, mais avec des délais de 5 mois, 6 mois, 8 mois. Alors aujourd'hui, on a toujours la possibilité, et on aura la possibilité aussi après avec la nouvelle loi, lorsqu'il y a bien sûr des violences, lorsqu'il faut demander que le conjoint parte du domicile, ou lorsque le conjoint harcèle, ou lorsqu'il y a eu violence sur enfant, des motifs graves et justifiés, on pourra toujours, et on peut bien sûr le faire aujourd'hui, et on pourra toujours par la suite faire une demande en urgence, demander au juge de statuer rapidement sans attendre ces délais. Mais aujourd'hui, quand on déposait une requête, on n'avait pas de grief, on n'avait pas de preuves, eh bien, il fallait attendre ce délai. Et d'où l'importance de cette nouvelle loi, à savoir qu'il n'y aura plus cette phase de dépôt de requête sans fondement du type de divorce et phase de conciliation. Simplement, cette phase de conciliation avait un intérêt, c'est qu'au moins une fois, les gens voyaient un juge dans le cadre de leur procédure de divorce. Ils voyaient ce que c'était, je dirais, la justice. Parfois, ça pouvait être intéressant, je dirais de moins en moins, mais il y avait certains juges un peu moralisateurs qui disaient aux époux, attention, vous êtes parents de longues années, qui leur donnaient des conseils, les époux passaient seuls à cette audience de conciliation. Ça pouvait revêtir un intérêt, et notamment aussi lorsqu'il y a des mesures importantes à prendre. Et puis, on pouvait demander la désignation d'un notaire, accepter le principe du divorce. Donc, tout cela et cette phase va être terminée. Donc, ce qui va dans le but d'alléger la procédure de divorce et de la raccourcir. Dans le cadre de cette ancienne procédure, eh bien, je vous l'ai mis sur le tableau, la suite de la procédure, c'était assigner en divorce. Il fallait rédiger un acte d'huissier dans lequel, là, on indiquait, est-ce que je fais un divorce parce que l'autre ne veut pas divorcer, j'ai dû attendre mes 2 ans de séparation, et les 2 ans de séparation devaient être à la date de l'assignation. Donc, souvent, les gens déposent une requête, passent en conciliation, mais ils doivent attendre encore leurs 2 ans de séparation parce que monsieur ou madame n'est pas parti du domicile conjugal. Donc, attendre ces 2 ans de séparation, c'est vrai, du fait qu'il y avait cette phase de la conciliation, aujourd'hui, un divorce peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, suivant si l'un ou l'autre fait appel, comme l'indiquait Judith.
Donc aujourd'hui, on indique un fondement, soit parce qu'on est séparé depuis 2 ans, soit pour faute, on peut toujours le faire, soit on va dire parce que on a accepté le principe du divorce à la conciliation, donc on fait ce qu'on appelle un divorce accepté. Et ensuite, l'autre partie doit prendre un avocat, se constituer, prendre cet avocat, déposer des conclusions. Il y a une audience de plaidoirie où il n'y a pas, généralement, il n'y en a quasiment plus, sauf si les avocats demandent à plaider le divorce parce qu'il y a des problèmes d'enfants. Généralement, quand ça porte que sur des problèmes de pension, de prestations, les juges ne veulent pas d'audience de plaidoirie, mais lorsqu'il y a des points importants ou lorsqu'il y a une enquête médico-psychologique, oui, on pourra plaider ce divorce. C'est dire que, et ensuite, vous aurez le jugement. Alors, aujourd'hui, le problème, oui, un divorce peut durer longtemps parce que suite à cette ordonnance de conciliation, imaginons une femme qui a la jouissance gratuite, qui a une pension de devoir de secours importante, 2000 €, même si elle n'a que 300 €, elle aura intérêt à faire durer son divorce. Donc, même si elle est d'accord de divorcer sur le principe, c'est quoi son intérêt? C'est peut-être de ne pas signer cette fameuse acceptation le jour de la conciliation. C'est peut-être de faire appel de l'ordonnance de non-conciliation parce qu'elle estime qu'elle n'a pas assez perçu. Et pendant ce temps-là, elle a toujours la jouissance gratuite de la maison. Et donc, son divorce, s'il y a un appel de l'ordonnance, c'est un divorce qui peut durer facilement 6 ans. Et si en cours de procédure, l'un ou l'autre fait une demande d'incident parce qu'il a perdu son salaire, il doit demander une diminution de pension, ou madame refait un incident en disant monsieur communique pas son bilan, je veux faire un incident de communication de pièces. Oui, le divorce, ancienne loi, peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, s'il y a des appels, des enquêtes sociales, médico-psychologiques, etc. Donc le but de la nouvelle loi, c'est effectivement de raccourcir, de le rendre aussi, je dirais, plus light, plus fade, dans ce sens que aujourd'hui il n'y a plus cette phase de conciliation. Donc on termine, je dirais, on ne démarre pas la procédure par une requête. Le but aussi de cette loi, c'est quoi? Puisqu'on ne dépose pas de requête, on ne passe pas en conciliation. Eh bien, le but, c'est de renforcer le rôle de l'avocat, de renforcer tout ce qui est médiation, de renforcer, je dirais, la prise d'accord entre les parties pour justement éviter qu'un juge, comme ça se faisait avant, fixe en conciliation des mesures provisoires qui parfois ne vont pas plaire à l'un ou l'autre. Dans le dossier où j'étais hier, bien, est-ce que le juge va laisser les enfants au père qui reste là? Est-ce qu'il va laisser la mère emporter les enfants en Bretagne? Il y en aura un des deux qui sera mécontent, et donc d'où l'intérêt de cette nouvelle loi qui peut-être évite ce passage devant le juge, cette requête, pour les pousser à trouver des accords en médiation par l'intermédiaire des avocats. Alors, la nouvelle. Alors, Maître Rubin, excusez-moi, je vous interromps une toute petite seconde pour rebondir justement sur ce que vous dites et vous poser une question. Souvent, ce qu'on entendait, ce qu'on entend d'ailleurs toujours au cabinet, vous nous direz si ça change avec la réforme, c'est entre ce laps de temps entre le dépôt de la requête et l'audience de conciliation, comme vous l'avez tout à fait expliqué, il peut s'écouler entre 6 à 8 mois. Et la plupart du temps, les clients nous demandent, mais quid de cette période-là? Je veux dire, cette période-là, elle est recouverte par quel droit? Vous voyez? Parce qu'en attendant, les gens sont toujours mariés, il n'y a pas de décision d'un juge. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait foi? Comment les parties arrivent à s'arranger? Et est-ce que précisément, cette réforme du divorce contentieux va permettre, je dirais, de donner un cadre formel à cette période qui est aujourd'hui ressentie, me semble-t-il, comme une sorte de un peu de no man's land juridique où on ne sait pas trop comment faire. On a déposé une requête, on a fait des demandes, mais comment est-ce qu'on s'arrange entre-temps? Malheureusement, aujourd'hui, c'est le no man's land entre la requête et la conciliation, mais demain aussi, ce sera encore plus le no man's land parce que, a priori, il n'y a plus cette audience de conciliation. Donc, soit faire une procédure pour fixer une contribution aux charges du mariage parce que on ne veut pas de suite divorcer, on veut que monsieur contribue ou madame contribue aux charges du ménage, le crédit, le logement, etc. Il ne fait pas, faudra faire une procédure en contribution aux charges du mariage, soit il faudra faire une procédure
mais qu'on ne fait quasiment plus en fixation de résidence des enfants, droit de visite, et ce qu'on appelle une procédure d'urgence. Donc aujourd'hui, entre la requête et la conciliation, c'est le no man's land. Il faut soit aller en médiation, soit trouver des accords, soit que les deux avocats aient une certaine forme, je dirais, d'intelligence pour arriver à négocier, à rapprocher les parties, faire des rendez-vous à 4, on le fait assez souvent. Soit faire des pactes de famille, si les gens y arrivent, en attendant cette décision. Mais avec la nouvelle loi, le risque, c'est du fait qu'il n'y a plus le principe de déposer une requête, de passer en conciliation, le risque, c'est qu'on se retrouve effectivement avec une période de 6 mois, d'1 an, je ne sais pas combien de temps vont durer ces nouveaux divorces. Ils ne devraient pas durer en principe plus d'1 an. Eh bien, durant cette période, si les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les mesures provisoires, les enfants, le logement, etc., il faudra bien saisir le juge et demander ces mesures, sans quoi ce sera un no man's land durant toute la procédure, alors que précédemment, on avait cette fameuse ordonnance de non-conciliation qui nous permettait de cadrer les choses, d'expulser un conjoint, de fixer le cadre pour les enfants de suite dès le démarrage de la procédure. Mais c'est vrai que ces 2 phases de procédure précédemment tendent à rallonger la procédure, puisque souvent, après une ordonnance de non-conciliation, même quand les gens sont d'accord, c'est assez rare que l'avocat signe de suite, lance de suite la procédure, et ça peut prendre un certain temps. Je me permets, avant que vous embrayiez, Maître Rubin, excusez-moi, il y a 2 questions très intéressantes sur le chat. La première, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une multiplication des demandes de pension au titre du devoir de secours du fait de ce raccourcissement des délais? Je ne pense pas, parce que le devoir de secours est enfermé dans des critères. Il faut qu'il y ait une différence de revenus, il faut, je caricature, il faut que madame ait 0 € de revenus et monsieur en ait 1500, 2000, voire davantage. Il faut que madame ait 1000 € ou 1200 et que monsieur en ait 3000, 4000, etc. Peut-être il y a un crédit, peut-être il y a une demande de jouissance gratuite du logement à faire. Non, je ne pense pas qu'il y aura plus de devoirs de secours aujourd'hui. Simplement, si aujourd'hui une femme demande, ou sont généralement les femmes, mais ça peut être aussi des hommes, demandent un devoir de secours parce qu'il y a une différence de revenus, ils se retrouvent en difficulté. La notion de secours, c'est un peu, on est toujours marié, on n'est pas encore divorcé, eh bien, j'ai des besoins à me loger, à payer ce logement, l'EDF, le crédit, etc. Donc, je te demande de me secourir parce que toi, tu gagnes beaucoup mieux ta vie. C'est ça l'idée du secours, et de maintenir, on va dire, durant la procédure de divorce, une forme de même train de vie qu'on avait du temps du mariage. Simplement, ce devoir de secours avec la nouvelle loi durera moins longtemps qu'il ne durait précédemment, comme je l'ai dit, quand des femmes font appel, font des incidents, n'acceptent pas le principe du divorce, attendent les 2 ans pour faire durer ce devoir de secours. Donc, ce n'est pas qu'il y aura plus de demandes. Les demandes de devoir de secours, faut qu'elles soient encadrées dans certains critères. Mais par contre, il durera moins longtemps pour les créanciers, notamment les hommes, qui sont souvent impactés par ce paiement de pension. Oui, il durera moins longtemps, sans doute pas plus d'1 an, avec la nouvelle procédure. Autre question, mais qui va vous permettre de rebondir tout de suite sur le fond de la réforme et qui est une question extrêmement pertinente. Je vous remercie, Margot, de l'avoir posée et qui intéresse tous les assistants sociaux qui assistent à ce webinaire. Avant, les gens, les personnes que, actuellement d'ailleurs, les personnes que nous accompagnons dans le cadre de procédures ont souvent besoin de l'ONC, de l'ordonnance de non-conciliation, pour changer, pour trouver un autre logement, pour bénéficier de cet accompagnement aussi des assistants sociaux. Puisqu'il n'y a plus d'ONC, est-ce qu'il y aura un autre document et comment est-ce que ça pourra se passer précisément pour ces demandes de logement? Mais peut-être qu'avant de répondre à cette question, vous voulez peut-être un peu plus expliciter comment ça va se passer après la réforme. Oui, alors on pourra avoir ce type de document, mais il est vrai, et j'y pensais en vous en parlant tout à l'heure, effectivement, lorsque les personnes ne solliciteront pas des mesures provisoires, ils n'auront aucun document entre leur demande en divorce et le jugement. Donc, il faudra, excusez-moi, que les services sociaux à ce moment-là s'adaptent
Effectivement, souvent, ils nous demandaient soit une attestation, mais l'attestation souvent suffisait pas. Alors, on donnait une requête enregistrée par le tribunal, le temps qu'il nous convoque en conciliation. Après, on nous demandait cette fameuse ordonnance de non-conciliation, effectivement, pour avoir un logement. Donc, s'il n'y a pas cette ordonnance de non-conciliation, il faudra soit se contenter de l'attestation de l'avocat, soit de la demande, l'enregistrement de la demande, soit il faudra que les parties, on va y venir, demandent une décision au juge pour fixer ces fameuses mesures provisoires. Mais s'ils ne le demandent pas, quid, il faudra que les services sociaux s'adaptent, soit par que les gens se fassent une sorte de pacte, un papier d'accord en disant d'un commun accord, bah, je te laisse le logement ou c'est moi qui le garde. Il faudra, s'il n'y a pas de document de justice, oui, il faudra, je pense, que les services sociaux s'adaptent. Mais si vous voulez, on va y venir parce qu'aujourd'hui, on pourra tout de même remplacer, parce que bon, le législateur n'est pas non plus idiot, je dirais, il y a malheureusement encore beaucoup de contentieux. Je ne dis pas que rares sont les personnes qui arrivent à faire des divorces consentement mutuel, notamment avec les problèmes de logement, qu'on soit propriétaire, locataire ou les enfants, mais de plus en plus, les gens essaient d'aller vers ce consentement mutuel et de se mettre d'accord sur toutes les conséquences de leur divorce. Pour autant, le législateur sait bien que il arrive malheureusement des situations où les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord et il fallait bien remplacer cette fameuse ordonnance de non-conciliation. Pour autant, pour éviter de faire 2 étapes, requête, ordonnance et assignation au jugement qui duraient 2 ans, 3 ans ou plus, suivant les tribunaux, eh bien, il a voulu raccourcir les délais et éviter cette phase, mais tout en permettant aux parties d'obtenir une décision avant leur jugement de divorce. Alors, aujourd'hui, oui, la grande nouveauté, c'est la suppression de cette tentative de conciliation. Alors, l'intérêt aussi de supprimer cette tentative de conciliation, c'est comme je vous l'indiquais, lorsqu'il y a une ordonnance, oui, on peut en faire appel et faire durer encore la procédure 1 an, 2 ans, suivant les cours d'appel. Donc, ça va raccourcir cette procédure de divorce. Maintenant, aujourd'hui, comment démarre cette procédure? Par une assignation. Une assignation, donc on saisit de suite. C'est la 2e étape. Précédemment, on avait la requête de l'ordonnance. Là, aujourd'hui, on va avoir de suite l'assignation. C'est-à-dire, on passe à la 2e étape sans passer par la première étape de la conciliation. Je remettrai le tableau après. Donc, on assigne, ou bien, si on est d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une requête conjointe. Avant, on ne pouvait faire cette requête conjointe qu'à la 2e étape, qu'après de passer en conciliation. Donc, aujourd'hui, soit on est d'accord, on a un bien immobilier, et on ne veut pas de suite aller chez le notaire parce que monsieur ou madame ne peut pas racheter la part, ils veulent pas vendre ou ça va prendre du temps pour vendre. Donc, ils veulent pas faire des frais non plus de notaire dans le cadre d'un consentement mutuel, mais ils sont d'accord sur qu'ils restent dans le logement, sur les enfants. On pourra faire une requête conjointe de suite devant le juge sans passer donc par cette phase de la conciliation et demander au juge d'homologuer l'accord. Et en principe, ça devrait pas prendre plus de 6 mois. C'est ce qu'on appelle, on va dire, un faux consentement mutuel, un divorce accepté si vous voulez l'appeler comme ça. Mais qui sera homologué par le juge dans le cas notamment où les parties ont des biens et ne veulent pas, soit n'arrivent pas à les vendre ou n'arrivent pas à liquider et faire ce consentement mutuel. Donc ça, c'est la requête conjointe qui existait avant, après l'ordonnance de conciliation et qu'on peut faire de suite là sans passer par cette étape de la conciliation. L'autre, aujourd'hui, les procédures classiques, c'est d'assigner. Donc, on ne fait plus une requête, on fait une assignation. Dans cette assignation, on va dire, on veut le divorce. Alors, ça va être comme une requête, mais on va dire dans cette assignation, on n'est pas obligé de dire pourquoi on demande le divorce. On peut l'indiquer et on peut ne pas l'indiquer. On pourra assigner soit sans fondement, soit on pourra assigner ce qu'on appelle pour altération du lien conjugal. Et là, le délai a été raccourci à 1 an. Donc 1 an au moment où on fait la demande, ou même 1 an au moment où, en cours de procédure, ça pourra, même si les 1 an de séparation arrive en cours de procédure, ce sera possible. Donc j'assigne pour altération du lien conjugal 1 an de séparation, ou bien j'assigne pour un divorce accepté. Alors là, les parties signeront une déclaration d'acceptation chez leurs avocats qui joindront à la procédure. Ce sera ce qu'on appelle un divorce accepté. L'innovation, c'est qu'aujourd'hui, avant, dans la précédente procédure, on pouvait
dans le cas de la deuxième étape, à signer pour faute. Là, on ne peut pas signer pour faute. Donc, il est clair que les législateurs et les juges, excusez-moi, en ont assez de regarder les attestations des uns des autres. Ils veulent essayer de supprimer, de mettre au hangar, je dirais, ce divorce pour faute, puisque si j'assigne avec cette nouvelle loi, soit j'assigne sans fondement, soit j'assigne simplement pour un divorce accepté ou altération du lien conjugal. Si je veux faire un divorce pour faute, ce sera en cours de procédure, je pourrais indiquer. Donc, j'assigne, soyons clairs, sans fondement, ou bien avec ces deux fondements, altération ou accepté, mais jamais pour faute. Quand, imaginons, c'est madame qui demande le divorce. Monsieur reçoit cette assignation, il a 15 jours pour constituer avocat. L'autre innovation de cette loi, c'est qu'il faut absolument un avocat. Il faudra 2 avocats. Sauf, bien sûr, si monsieur veut faire défaut à la procédure, ça aussi, ça reste toujours possible. Imaginons, madame demande que le divorce, il n'y a rien, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de bien. Bon, il ne veut pas faire de frais d'avocat, le divorce sera prononcé, certes, même s'il ne se présente pas, mais s'il a des mesures, des demandes à faire, que ce soit au niveau patrimonial, au niveau logement ou au niveau meuble, il vaudra mieux qu'il prenne un avocat. Donc, on assigne, madame assigne, monsieur constitue avocat dans les 15 jours. Cette assignation, sans rentrer dans trop de délai, eh bien, l'avocat devra la déposer dans les 2 mois, voire 15 jours avant l'audience. Donc, il dépose son assignation et là, le juge, on va se retrouver comme précédemment devant le juge, ce qu'on appelle le juge de la mise en état. Il va fixer des dates d'audience, il va demander à l'avocat de monsieur de déposer des conclusions, on va se communiquer des pièces et quand l'affaire sera en état, eh bien, on pourra plaider ou déposer nos dossiers. Généralement, je pense que la procédure étant écrite, puisque tout se fera par écrit avec les 2 avocats, eh bien, on déposera nos dossiers avec nos demandes. Alors, cette assignation n'a pas de fondement ou elle aura un fondement, mais si j'assigne, par exemple, je veux laisser une porte ouverte, imaginons, je veux le divorce, mon mari ne veut pas divorcer. Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Bien sûr, je ne peux pas. La loi me dit, je ne peux pas assigner pour faute. C'est une bonne chose, comme ça, il ne va pas recevoir des choses désagréables qui vont un peu l'énerver. Par contre, je voudrais bien l'inciter à divorcer à l'amiable, ou qu'il signe une acceptation, ou qu'il conclue au divorce. Eh bien, j'assigne sans fondement et dans la suite de la procédure, je pourrais toujours, par voie d'écriture, de conclusion que fera mon avocat, dire sur quel fondement je base ma procédure. Est-ce qu'on a fini par se mettre d'accord à signer une déclaration d'acceptation du principe du divorce? On ne s'invoque plus de grief, c'est terminé, eh bien, on fait un divorce accepté. Est-ce que je fais une altération du lien conjugal parce que, au moment de ma demande ou en cours de procédure, les 1 an de séparation sont arrivés? Donc, ce qui permet, cette procédure est beaucoup plus, je dirais, ouverte et à toutes les possibilités, puisque avant, lorsqu'on a signé, par exemple, en séparation de corps, on ne pouvait pas demander le divorce. On a signé pour faute, on ne pouvait pas demander l'altération du lien conjugal en cours de procédure, on ne pouvait pas faire un divorce accepté. Aujourd'hui, je pense qu'il sera préférable, c'est d'assigner sans fondement, sauf si, bien sûr, de suite, on a signé les déclarations d'acceptation auprès de chacun des avocats, mais toujours est-il, on pourra faire motiver le fondement de ce divorce, altération du lien conjugal ou bien divorce accepté, éventuellement faute, pourquoi pas, mais vous voyez, il reste très restrictif. Par contre, effectivement, je n'ai pas eu la phase d'ordonnance de non-conciliation, donc pour l'instant, a priori, tout se passe bien, on s'entend bien, les enfants, il prend les enfants, on alterne, on partage les frais, tout se passe bien. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, madame veut arrêter l'alterner, elle dit que ça se passe pas bien avec les enfants ou elle veut partir en province. Qu'est-ce que je vais demander? À ce moment-là, je vais demander au juge ce qu'on appelle une ordonnance, qui ne s'appellera pas une ordonnance de non-conciliation, mais qui s'appellera une ordonnance d'orientation des mesures provisoires. C'est-à-dire que cette procédure, on assigne de suite en divorce, mais on peut en cours de route, si jamais il y a un problème avec les enfants, le logement, les pensions, ou, eh bien, demander au juge, ce qu'on faisait avant par voie d'incident, on peut demander au juge de fixer ces fameuses mesures provisoires. Donc, qu'est-ce que je ferai? Je ferai des conclusions et là, le juge va être obligé de recevoir les parties, de voir les 2 avocats et de fixer des mesures provisoires sur le logement, les enfants, les pensions. Si
Ça, c'est en cours de procédure. Maintenant, si dès le début de la procédure, eh bien, malheureusement, on ne s'entend pas. Il ne rend pas les enfants à la bonne heure, il ne paye pas de pension, il ne veut pas quitter le domicile, bref, on s'entend sur rien. Eh bien, je vais faire cette assignation en demandant le divorce, en précisant un fondement ou en précisant pas. Mais pour autant, dans mon assignation, je vais demander au juge de me convoquer à une ordonnance de une décision, ce qu'on appelle une orientation des mesures provisoires. Ça s'appelle plus une ONC aujourd'hui, on peut l'appeler OMP, je ne sais pas si on l'appellera comme ça, mais on va demander une audience d'orientation des mesures provisoires. Plus d'ONC, une OMP. Donc, quand j'assigne en divorce, si jamais je ne m'entends pas avec mon conjoint, ou on n'est pas arrivé à se mettre d'accord, logement, enfant, pension, oui, dans mon assignation, donc il n'y a pas deux actes de fait, il y a un seul acte de fait, donc ça raccourcit cette étape de la conciliation qu'on avait avant, eh bien je demande au juge de me convoquer pour fixer ces fameuses mesures provisoires. Donc vous vouliez, vous, services sociaux, effectivement remplacer cette ordonnance de conciliation par quelque chose, où il faudra à ce moment-là que les parties, dès qu'ils assignent en divorce, demandent à être convoqués pour une audience d'orientation des mesures provisoires que le juge pourra fixer, que ce soit sur le logement, les enfants et tout le reste. L'acceptation du divorce pourra toujours se faire soit antérieurement à la demande en justice par les deux avocats. Ils pourront toujours avoir signé une déclaration d'acceptation avant même d'avoir à signer, et ils pourront signer aussi l'intérêt, cette acceptation, par le biais des avocats ou lors de cette audience d'orientation des mesures provisoires ou en cours de procédure, ils pourront toujours signer cette acceptation. Alors, l'autre nouveauté aussi, c'est qu'avant, quand on déposait une requête… Excusez-moi, je fais une toute petite parenthèse parce qu'il nous reste 8 minutes avant la fin du webinaire. Non, c'était pas du tout pour vous interrompre, simplement pour signaler aux personnes qui le souhaitent de poser vos questions dans le chat. Alors, Blandine a une question très intéressante. Je vous laisse terminer, Maître Rubin. Émilie aussi. Je vous laisse terminer. Simplement, voilà, 5 minutes, voilà. 2 minutes. Alors, l'autre nouveauté, donc, il n'y a plus cette phase de conciliation. On assigne de suite, sans fondement ou avec ces deux fondements, altération ou accepté. On peut demander cette audience d'orientation des mesures provisoires, soit en même temps qu'on assigne et on prendra une date d'audience devant le juge. S'il y a une urgence, violence ou autre, on pourra toujours demander une date en urgence comme précédemment. Mais l'intérêt, c'est que on est de suite dans l'assignation. On n'a pas comme précédemment, on avait une conciliation, il fallait encore que l'avocat fasse une nouvelle demande, ressaisisse le juge. Là, on est toujours dans la même procédure. On demande cette audience avant, au début ou en cours de procédure, peu importe. L'autre innovation, c'est que avant, quand on déposait une requête, comme je vous l'indiquais, on passait devant le juge, parfois au bout de 6 mois, 8 mois. Pendant 8 mois, monsieur, s'il n'était pas, même si légalement il doit contribuer aux charges du ménage, eh bien, imaginons que c'est madame qui avait les enfants, il pouvait ne pas payer de pension pour les enfants. Et madame ne pouvait pas demander la rétroactivité, même si elle avait galéré, surendettement, etc. Aujourd'hui, c'est une innovation, je trouve, très importante et très intéressante. On pourra demander en même temps qu'on assigne et qu'on demande cette audience d'orientation des mesures provisoires, cette OMP, on pourra demander la rétroactivité à compter de la demande. Donc, ce qui permettra, si j'assigne, je sais pas, le 1er janvier et j'ai mon audience OMP, je sais pas, au mois de mars ou avril, eh bien, je pourrais demander rétroactivement ma pension de janvier à avril, non pas comme ça se passait avant. Alors, cette procédure d'OMP est orale. Il faudra que les deux avocats soient là, c'est l'idéal qu'ils soient là. Ils pourront faire des conclusions écrites, puisque tout se fera aussi par écrit, mais il y aura cette audience orale. L'autre innovation de la loi, c'est que avant les effets d'un divorce, c'était à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Donc là, la même chose, entre le dépôt de la requête et l'ordonnance de non-conciliation, eh bien, vous aviez un mari, une femme qui vidait les comptes, qui s'arrangeait pour que son épargne salariale soit vidée, qui faisait peut-être des mouvements de compte vers un frère, vers une sœur pour éviter que l'autre ne réclame au moment où on passerait en conciliation des sommes. De telle sorte là, aujourd'hui, les effets d'un divorce, c'est soit au jour où on demande, c'est-à-dire le jour où je dépose ma requête. Donc attention, si
Attention, au jour où je dépose ma requête, c'est à ce jour-là qu'on regardera ce qu'il y avait sur les comptes bancaires. Alors, ce sera ou le jour de la demande ou le jour de la cessation. On pourra toujours le demander comme avant. Si on a cessé de cohabiter ensemble il y a 1 an, il y a 2 ans, il est évident que depuis 1 an, 2 ans, on a fait chacun ce qu'on voulait de son argent. On pourra demander que ce soit cette date. Donc, les grandes innovations, plus de conciliation, on assigne de suite, on est dans la procédure, donc ça devrait durer. Si les tribunaux, bien sûr, là aussi, il y aura les délais des tribunaux. Est-ce qu'ils iront plus vite au niveau des convocations, au niveau de la mise en état? Est-ce que ça va durer 6 mois un divorce? Est-ce que ça va durer 1 an? Je pense qu'on peut compter sur 1 an, notamment si on demande cette audience d'orientation des mesures provisoires. Mais ça devrait être beaucoup, beaucoup plus rapide. Et éviter, je pense, les appels aussi, les appels d'ordonnance de non-conciliation qu'on avait par le passé. Merci beaucoup, Maître Robin, pour cet exposé très dynamique et très concret. Maintenant, il nous reste 3 à 5 petites minutes. Des questions très, très pertinentes nous ont été posées dans le chat, des questions auxquelles nous sommes confrontés quasi quotidiennement au cabinet. Quid d'une situation où monsieur vit à l'étranger, par exemple avec les enfants, même sans les enfants, monsieur et madame sont séparés depuis de longues années et monsieur ne répond pas, ne donne pas signe de vie. Est-ce qu'un divorce sera possible? Et deuxième petite question qui sous-tend celle-là, quid des procédures en cours entre voilà, la mise en œuvre de la réforme? Que se passera-t-il, notamment dans ces cas de figure où quelqu'un introduit une procédure de divorce, par exemple, dans ce cas-là, pour altération définitive du lien conjugal, la personne ne répond pas. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce que les délais seront raccourcis? On passera de 2 ans à 1 an? Voilà pour la première question. Alors, on peut toujours, et c'est le cas aujourd'hui et plus tard, on peut toujours divorcer de quelqu'un qui a disparu. On fait ce qu'on appelle, on l'assignera aujourd'hui, la requête, la tentative de conciliation, on lui a envoyé la convocation par huissier au dernier domicile commun, connu ou commun. Et là, aujourd'hui, lorsqu'on assignera en divorce, puisque ça démarrera par une assignation, eh bien, on assignera au dernier la même chose, au dernier domicile connu. Donc, et l'huissier, lorsqu'il ne retrouve pas la personne, il fait ce qu'on appelle un PV 659 et on peut divorcer de quelqu'un qui a disparu dans la nature. C'est tout à fait possible. Si on a une adresse à l'étranger, pourquoi pas, on peut l'assigner à l'étranger. Ça rallonge un peu les délais de procédure. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois et demi de délai supplémentaire. Mais en tout état de cause, on peut assigner de quelqu'un qui a disparu et la personne apprendra peut-être au bout de certaines années qu'elle est divorcée. S'il y a des enfants, s'il n'a pas eu de droit de visite, eh bien, il pourra ressaisir le juge. Mais toujours est-il, on peut divorcer de quelqu'un qui a disparu. Et quid des procédures en cours? Excusez-moi. Alors, les procédures en cours, elles vont continuer sous la loi ancienne. Toujours est-il, comme je vous l'ai indiqué au début, de plus en plus, les magistrats tendent même avec ces fameuses conciliations et se servent aussi de la procédure des problèmes de confinement qui n'ont pas pu adapter les bureaux, etc., se servent un peu, je dirais, entre guillemets, de ce prétexte de ce problème de virus qui n'est pas tout à fait encore derrière nous, pour essayer d'éviter ces ordonnances de non-conciliation. Et je vous dis, ils nous font des messages en disant, est-ce que vous voulez vraiment cette audience ou est-ce que vous voulez déposer vos dossiers, etc. Maintenant, en principe, les procédures introduites sous l'ancienne loi doivent continuer sous l'ancienne loi et non pas avec la nouvelle loi. Toujours est-il au niveau de l'assignation, de toute façon, quand on assigne en divorce aujourd'hui avec un fondement, la faute, l'altération, on est sur le plan, je dirais, technique, hein, sur le plan de la procédure, c'est un peu la même chose. On dépose notre assignation, avant on avait 4 mois pour la déposer, demain on n'aura que 2 mois pour la déposer, et après il y avait les audiences de mise en état. Donc sur ce plan-là, ce sera un peu des détails de délai de procédure, mais il n'y aura pas de grande innovation au niveau du stade de l'assignation. Donc, elles vont continuer comme par le passé. Donc, et l'aspiration, on fera toujours, si on a démarré sous l'ancienne loi, il faudra nos 2 ans de séparation. Deuxième question qui est un peu posée par Émilie dans la lignée de ce qu'on vient de poser, ce sera la dernière question. Que se passe-t-il si l'un des époux ne se présente pas à cette fameuse nouvelle audience d'orientation des mesures provisoires dites OMP?
eh bien, il y aura une décision qui sera prise. Effectivement, l'avocat, dans la nouvelle procédure, les 2 avocats sont obligatoires, et d'autant plus obligatoires, même pour cette audience qui est importante, mais il peut se faire, comme je vous l'ai dit, oui, qu'une personne, on ne peut pas obliger quelqu'un à se présenter dans le cadre d'un divorce. Vous avez des gens qui font défaut et qui ne se présentent pas. Alors, c'est à déconseiller, notamment lorsqu'il y a des demandes au niveau pension, au niveau enfant, au niveau logement. Mais oui, c'est possible, c'est possible. Une décision sera prise en l'absence de l'autre, tout comme ça existait aujourd'hui. D'où l'importance aussi de ces assignations, de bien faire attention au niveau de la réception, les avis de passage, faire très attention. Merci beaucoup, Maître Rubin. Alors, il est 15h01 et formidable, une gageure. En 1 heure de temps, avec Léa, vous avez pu nous exposer les tenants et les aboutissants très pratiques de cette réforme du divorce contentieux. Je vais vous laisser le mot de la conclusion. Avant toute chose, sachez que vous pouvez télécharger dans l'onglet des fichiers un bon de consultation juridique gratuite dématérialisé. Donc, n'hésitez pas, le cabinet à votre disposition. La spécialiste Maître Rubin et sa collaboratrice Maître Julia Rose, bien évidemment en premier lieu, moi aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des mails et je relayerai toutes les demandes. Donc mon mail, vous le connaissez, c'est judith@buchinger-rubin.com ou directement Maître Rubin, ses initiales ir@buchinger-rubin.com. Les nouveautés sont nombreuses, les enjeux aussi, comme l'a très bien explicité Maître Rubin. Donc, il faut vraiment bien être informé avant de se lancer dans une procédure de divorce contentieuse. Mais je vais laisser tout de suite le mot de la fin à Maître Rubin. Il me semble, à vous écouter, Maître Rubin, que finalement, l'objectif du législateur, c'est vraiment de mettre une sorte à un même niveau tout l'état d'esprit du divorce par consentement mutuel et de le copier-coller, je dirais, au sein du divorce contentieux, en quelque sorte de forcer les parties à s'entendre. Est-ce que c'est un petit peu, en tout cas, moi, à vous entendre, tant sur le plan de la technique que sur les modalités, c'est ce que je me suis dit. La petite musique que j'entends, c'est de dire, ben maintenant, le divorce contentieux, il est quasiment, comment dire, c'est comme un ballon de baudruche, clac, on met quasiment de côté tous les griefs, on les laisse qu'à une seule seconde étape et on pousse très fortement les parties à aller vers une sorte de consentement mutuel. Est-ce que vous êtes d'accord, on va dire, avec ce constat que je pose après vous avoir écouté? Oui, tout à fait, d'autant plus que du fait qu'il n'y a plus cette audience de conciliation, le rôle des avocats de trouver des accords avec leurs clients va être d'autant plus important. La nouvelle loi dit, par exemple, qu'ils pourront faire signer, par exemple, on peut imaginer dans un cas d'un rendez-vous à 4, des déclarations d'acceptation. Avant même d'avoir assigné en divorce, d'avoir lancé la procédure, ils pourront faire signer ces déclarations d'acceptation. Et ces déclarations d'acceptation seront valables 6 mois. Et qui plus est, ces déclarations d'acceptation, personne ne pourra revenir dessus. Alors que vous voyez, on n'est même pas dans le cadre de la procédure. On signe chez son avocat, les 2 parties, bien sûr, les déclarations d'acceptation, et après, on fait la procédure après. Et pour autant, on ne pourra pas revenir sur cet accord du divorce. Donc, c'est dire que, mais bien sûr, il faudra assigner dans les 6 mois de cet acte. Donc, ce qui veut dire que quand on déposera cette idée, j'accepte le principe du divorce, je veux plus faire un divorce contentieux, mais on n'est peut-être pas d'accord sur les enfants, mais au moins sur ça, on est d'accord. Cela signifie et que les avocats pourront faire signer, non pas aujourd'hui on ne pouvait le signer qu'en conciliation ou le faire déposer devant le juge, aujourd'hui on pourra le signer en cabinet d'avocat et ensuite le faire passer dans le cadre de la procédure de l'assignation. Donc c'est dire que le rôle des avocats est accru, l'importance pour les parties de se mettre d'accord aussi, et justement, comme vous le disiez, c'est d'inciter les parties, s'ils ne sont pas arrivés à faire ce consentement mutuel, d'arriver à se mettre d'accord pour, oui, désengorger ces tribunaux, désengorger ces procédures de conciliation où il y avait parfois 20 tentatives de conciliation la même matinée pour un seul juge.
et dire autant dans la semaine. Donc, c'est dire que les décisions, je ne dis pas qu'elles n'étaient pas bonnes, il prenait toujours un certain temps avant de les rendre, mais c'est dire que plus il y a de dossiers, plus il peut y avoir malheureusement des loupés sur le plan, que ce soit fixation de pension ou résidence des enfants, etc. Donc, aujourd'hui, le rôle est d'autant plus important pour les avocats et pour les parties de s'orienter, s'ils ne sont pas arrivés à ce consentement mutuel, mais qui est l'idéal, et c'est vrai qu'en raccourcissant ces procédures, en supprimant la conciliation, en supprimant le rôle du juge pour fixer ces fameuses mesures provisoires, tout en bien sûr les permettant dans le cadre de cette fameuse OMP, eh bien effectivement, on s'oriente de plus en plus vers un divorce, je dirais, avec les avocats, avec des médiateurs, avec des psychologues, pourquoi pas, mais un divorce de moins en moins devant les tribunaux. Et c'est ça un peu l'idée. Merci beaucoup, Maître Rubin, pour ces mots de conclusion. Voilà, cela me fait penser encore une fois à quel point le devoir de conseil de l'avocat est extrêmement important. Donc voilà, c'est extrêmement important que les personnes que vous accompagnez soient orientées par des praticiens qui puissent les orienter au mieux. Et le mouvement de la justice va vers une absence, on va dire, de grief dans ces conflits familiaux qui, je pense, bénéficiera largement aux enfants, dont on dit toujours qu'ils sont là, comment dire, l'intérêt des enfants étant l'axiome qui guide beaucoup de procédures familiales, puisqu'on va désengorger côté grief, eh bien forcément, peut-être que par ricochet, les enfants seront moins mêlés aussi, j'ai pensé à cela, à ce type de procédure, et ce sera bénéfique, je dirais, dans un contexte post-divorce, ce sera vraiment bénéfique pour toutes les parties. Que pensez-vous, Maître Rubin, de cette dernière petite réflexion qui me vient? Oui, tout à fait. Et je pense que le fait qu'on interdise aux parties d'assigner un divorce pour faute, c'est-à-dire qu'on fait une assignation sans fondement, mais si on a un fondement, on n'en a que deux, c'est l'acceptation et l'altération du lien conjugal, et en aucun cas la faute, oui, c'est une façon de dire aux personnes, attention, ça ne servira à rien de se lancer de suite dans un divorce pour faute, ça ne vous rapportera rien, ni moralement, ni aux enfants, etc. Je dis toujours qu'un jugement de divorce, on n'encadre pas dans son salon, d'où l'importance d'avoir un divorce, et on ne le montre pas, même si certaines parties maintenant parfois ont le défaut de le montrer aux enfants. Et effectivement, en essayant d'interdire, même si on aura la possibilité en cours de procédure, hein, la loi le dit, d'interdire dès le début de se lancer dans la faute, oui, c'est une façon de responsabiliser les personnes, aussi lourds soient les griefs, et on l'entend bien sûr, l'impact d'une vie difficile avec tous les griefs, toutes les vicissitudes que les conjoints ont pu connaître durant leur vie commune, mais leur dire, essayez de dépasser ce cap, notamment lorsqu'il y a des enfants ou lorsqu'il y a des biens, attachez-vous à essayer de régler vos problèmes de biens. Ce n'est pas en faisant de la faute que vous réglerez ni les problèmes d'enfants, ni les problèmes de biens. Pour vous dire, terminer un mot, hier à cette audience de conciliation, la dame a fait une demande en divorce et comme monsieur ne veut pas qu'elle parte, elle a cru bon de déposer des conclusions vraiment en refaisant, en sortant, je dirais, tout ce qu'il y avait du placard, en attaquant mon client sur tous les points, alors que c'est un père qui s'occupe parfaitement de ses enfants. Et le juge a dit au monsieur, avant de le recevoir, lui a dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre procès qu'on fait, on est là pour les enfants. Et effectivement, le juge a dit, on est là pour voir, est-ce qu'on fait l'alterner, est-ce qu'on autorise madame à partir, peu importe ce qui s'est passé entre vous deux. Et les lois, les textes, cette nouvelle loi sur le divorce, en interdisant d'assigner pour faute, oui, effectivement, va inciter, je pense, les époux à essayer de prendre du recul sur leur vie, qui parfois n'a pas été facile, mais à prendre du recul dans leur intérêt, souvent dans leur intérêt financier, dans leur intérêt aussi pour les enfants, car souvent, pour dire encore un mot, les gens parfois confondent quand ils ont des liquidations de communauté, ne veulent pas liquider parce qu'il m'a fait ceci, parce qu'il m'a fait cela, alors que c'est la même chose pour les enfants. Un bon père, une bonne mère, même s'il a été un mauvais époux, une mauvaise femme,
eh bien, elle aura des droits sur les enfants. Un mauvais mari, une mauvaise femme, il aura des droits sur la liquidation, même s'il n'a pas mis un sou dans le bien alors qu'ils sont en régime de communauté, etc. Donc, il faut, je dirais, les textes vont dans la séparation de les griefs par rapport aux intérêts, que ce soit l'intérêt des enfants et les intérêts patrimoniaux des parties. On ne vous entend plus, Maître Rubin. Pardon. Il faut remettre le petit micro. Je crois qu'il est mis voilà, là. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, voilà. La pousser les parties à faire soit ces divorces acceptés dans le cadre de ce nouveau divorce en les faisant signer par les avocats, soit c'est clair, les pousse vers ce consentement mutuel en essayant de tout régler dans le cadre de leur divorce, enfants, patrimoine, etc. Merci infiniment pour cette conclusion et pour tous ces développements extrêmement précieux. Je pense que là, vous avez eu en 1 heure et 7 minutes la substantifique moelle, comme disait Rabelais, de cette réforme du divorce contentieux. Maître Rubin, Maître Arros et moi-même, on reste à votre entière disposition pour vous apporter des éclairages supplémentaires. Vous disposez de la documentation pour celles et ceux qui n'auraient pas téléchargé dans le fichier très bien structuré par Léa sur tous les tenants et les aboutissants de cette réforme à l'écrit. Et donc, n'hésitez pas à proposer aux agents, aux salariés que vous accompagnez ce fameux bon de consultation juridique gratuit pour comprendre effectivement quel est l'intérêt d'un divorce amiable par acte d'avocat, quel sera l'intérêt de ce nouveau divorce contentieux, ne vaut mieux-il pas passer directement à un divorce amiable, quid, on fera du cas par cas, mais en tout cas, la question est très importante, elle mérite d'être posée et seuls des avocats ou des juristes peuvent y répondre. Donc, attention à ne pas se lancer tête baissée forcément dans un divorce contentieux qui certes sera peut-être raccourci, mais n'aura peut-être pas beaucoup plus d'intérêt in fine qu'un divorce par consentement mutuel bien mené à travers des avocats, des médiateurs, des psychologues, tout un accompagnement qui justement va dans le sens de cette déjudiciarisation que souhaite le législateur par cette réforme. Je vous souhaite une excellente après-midi. On a un peu débordé, mais le sujet le méritait. Jeudi, une thématique extrêmement intéressante qui a trait aux addictions côté enfant, notamment à tout ce qui est réseaux sociaux, smartphones, et avec tout ce qui en découle en termes de contentieux, notamment en termes de harcèlement scolaire ou autre. Vous verrez, c'est un sujet extrêmement intéressant qui vous intéresse, vous, assistants sociaux, mais peut-être aussi les personnes que vous accompagnez, parents d'enfants ou d'adolescents qui seraient soumis à ce diktat des images ou à l'addiction tout simplement. Je vous dis à très bientôt. On reste à votre disposition. Excellent après-midi et bonne reprise à celles et ceux qui ont repris sur site. À très bientôt. Au revoir.